Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, découverte culturelle de la ville de Paris, avec le musée Carnavalet dédié à l'histoire de la capitale. De la nature, Pauline tire le meilleur. Elle transforme le lin en pièce design, c'est notre invitée du jour. Si les fleurs ont toujours été porteuses de messages, c'est à travers la mode qu'elles nous parlent aujourd'hui. Vincent Garçon travaille le cuir sous toutes ses formes pour un résultat ultra branché tout en artisanat. Et avant de rencontrer la designer Pauline Esparon, tout de suite le point de vue. Il y a dans l'œuvre la grande odalisque, quelque chose de presque irréel. Ingres peint ici une femme de chambre nue qui servait dans un harem. En dehors de sa grande beauté, elle attire le regard par un drôle de biais. Son dos semble en effet beaucoup trop long, ainsi que son bras. C'est une étude menée sur 9 modèles vivants qui mit en lumière ses proportions surréalistes. La femme du tableau a en réalité subi une élongation de 15 cm, soit 3 lombaires et 2 vertèbres sacrées en plus. Plus c'est long, plus c'est beau. Dans la série Anti-Gaspi, que faire de ces restes de fruits et légumes? Il est vrai que nous avons tendance à délaisser certaines parties de nos aliments au grand désespoir d'Aurélie Théron, autrice du livre L'épluchure, la fan et le trognon. Ici, on retrouve 60 recettes salées ou sucrées qui mettent à l'honneur les grands abandonnés des classiques de la gastronomie. Désormais, on réalise des chips de peau de carotte, des cookies et pizzas avec celle des courgettes ou encore des snacks avec les pépins de melon, futés et écolo. Qui ne reconnaît pas cette petite boîte jaune? Née en 1880 à Toulouse chez le pharmacien Léon Lajonie, ces petites pastilles tirent leur nom d'un de leurs composants principaux, la poudre de cachou. C'est avec l'aide d'un de ses amis horlogers qu'il fabriqua cette boîte en métal, facile à glisser dans la poche à gousset d'un gilet. Mais avançant en âge et n'ayant pas d'héritier, il finit par céder la marque et la formule, ce qui n'arrêta pas l'engouement pour le cachou qui a encore de beaux jours devant lui. Si vous voulez en connaître plus sur l'histoire de Paris, rendez-vous au musée Carnavalet. Dédié aux origines de la ville, il nous a ouvert ses portes. Dans ce dédale de pièces, de couloirs et de salons d'époque, le musée Carnavalet nous plonge dans un Paris historique. Un vaste voyage à travers 4000 ans d'histoire qui commence avec les premières implantations humaines au bord de la Seine et sous les voûtes des 2 hôtels particuliers qui abritent le musée, l'hôtel Le Pelletier Saint-Fargeau et l'hôtel Carnavalet. Ils ont été construits lors de la belle période du Marais. Le Marais est un quartier central de Paris qui a été construit progressivement tout au long du XVIe et XVIIe siècle. Et donc les hôtels représentent une architecture bien particulière puisqu'on les appelle des hôtels entre cour et jardin. C'est-à-dire qu'à l'avant du corps du bâtiment, on a une cour minérale dans laquelle donc on faisait entrer les chevaux et les différents carrosses. Et puis à l'arrière du corps de logis se trouve un jardin. Donc c'est un îlot du Marais, un îlot préservé, un îlot unique qui raconte plus de 450 ans d'architecture. 2 morceaux d'histoire parisienne à eux seuls, construits à une époque où tout Paris changeait peu à peu de visage. En témoigne ce plan de la ville réalisé au XVIIe siècle à la suite du règne d'Henri IV. Nous voyons déjà les premières transformations urbaines de Paris avec ici le Pont Neuf, ici la place des Vosges, ici se trouve la Bastille et ici enfin donc l'hôpital Saint-Louis. Ce sont autant de réalisations que le roi Henri IV a suscité, a encouragé et qui marque l'émergence d'un Paris moderne, d'un Paris nouveau. Nous reconnaissons aussi l'île de la Cité, qui, vous le voyez sur cette peinture, n'est pas encore bâtie, n'est pas encore lotie, et qui est un lieu de promenade et aussi de pâturage des animaux. Donc c'est un Paris finalement que nous reconnaissons très bien, avec des reliefs, des collines, des moulins, des terres maraîchères. Un Paris sans doute agréable à vivre, mais déjà une ville bien dense, très bâtie et qui bénéficie d'un rayonnement considérable.
Un rayonnement notamment dans les arts et les lettres auxquels participe à cette époque la locataire des lieux, Madame de Sévigné. C'est sur ce secrétaire conservé par le musée que la femme de lettres écrivit son abondante correspondance, témoin d'un temps où les grandes révolutions n'avaient pas encore éclaté. Des clés de cellule de la Bastille à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le grand voyage dans le temps se poursuit à travers des témoignages forts de notre histoire, mais aussi des ambiances de salons de musique, de décors de salles de bal et de boutiques surprenantes comme celle de la bijouterie Fouquet, autrefois rue Royale, imaginée par l'artiste Alphonse Mouchat. Ce décor comprend beaucoup de pièces originales avec des vitrines à verre bombé, des pièces de mobilier comme cette cheminée très joliment sculptée en fer à cheval et qui représente la quintessence d'un art qu'on appelle l'art nouveau qui apparaît donc à Paris à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et Paris développe un art nouveau relativement original dans la mesure où il est souvent associé à la femme. Et vous le voyez ici, beaucoup de sculptures, de représentations évoquent la femme, cette fontaine, et bien sûr en devanture aussi une grande femme magnifique sculptée. Un décor très avant-gardiste qui dénote avec le charme traditionnel de la fameuse salle des enseignes. Nous avons beaucoup d'enseignes de commerce très différentes les unes des autres. Donc au Griffon, à la Charrue d'Or, des enseignes de serruriers qui donc occupaient les rues, notamment du centre de Paris au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Elles ont un charme particulier et elles sont tout à fait poétiques et introduisent à la visite du musée carnavalet de manière originale et unique. Enfin, le voyage dans ce lointain passé s'achève au présent avec des images d'émotions collectives récentes qui nous rappellent que l'histoire continue de s'écrire. Si le lin est bien connu dans le monde du textile, Pauline Esparon le sort de nos penderies pour le transformer et créer des pièces entre art et design. Il y a un moment, on disait que le lin, c'était comme du fil d'argent, et c'est assez vrai. Le lin est brillant, par exemple, il réfléchit la lumière. Il peut avoir un côté très laine, très chaleureux, très feutré. Je suis en permanence surprise par cette matière. Banquette aux airs molletonnés, tapis soyeux ou encore étrange totem chevelu, depuis sa Normandie natale, Pauline Esparon transforme le lin brut des champs de son enfance en étonnante fibre animale. Une démarche singulière pour des créations d'exception qui révèlent toute la richesse de cette matière, trop souvent dénaturée. Il y a vraiment tout un tas de nuances qui sont liées à la fois à la météo, au temps qu'il va faire, à la composition du sol, au territoire, au moment où on va le collecter. Donc c'est vraiment très riche en couleurs, là où généralement il est blanchi pour des applications vestimentaires ou de textile. Là, par exemple, on voit bien la différence entre un lin qui va être très blond, très pâle, qui n'a pas pris beaucoup d'eau, et un lin gris, un lin bien résistant. Même dans la tactilité, en fait, on le sent, il y en a un qui est plus rêche, et celui-ci qui vraiment est doux. Fascinée par les différentes propriétés des fibres de lin, la designeuse part de la matière brute et laisse parler ses intuitions. Donc ça, c'est vraiment le lin des champs, en fait, tel qu'il est ramassé dans les champs. Là, on est clairement dans quelque chose de végétal. Plus on va le tailler, plus on va quasiment rentrer dans quelque chose d'animal. Mais j'aime bien aussi quand il reste un petit peu de paille comme ça. C'est une façon de rappeler son origine. En premier lieu, c'est jamais un dessin, c'est une expérimentation. Et c'est en m'apercevant, en la manipulant, je me suis dit, ah tiens, même si je fais comme ça, elle reste un peu en forme. Si je la mouille, qu'est-ce qu'elle va faire ? Voilà, si j'essaye d'en faire un fil continu, qu'est-ce que ça donne ? Ou si je la couds en franges. Enfin voilà, c'est toujours en fait des possibilités. Un champ des possibles qu'elle explore également auprès d'autres matières végétales ou animales insoupçonnées comme le lino ou le parchemin. Le chemin, il est de revenir à une forme brute de ces matières que l'on connaît parfois trop,
Quand on parle du lino, il y a quand même une connotation un peu le sol d'espace public, pas du tout perçu comme quelque chose de naturel. Le parchemin avec lequel je travaille aussi, il est très associé au papier, alors qu'en fait à la base c'est de la peau animale. C'est des matières en fait qui sont extrêmement connotées. Le lin de la même façon est très standardisé. Et c'est de revenir à cet état primaire et brut en fait de ces matières et de faire presque une redécouverte en fait de ces matières. Et dans l'atelier de Pauline, rien ne se perd, tout se transforme. Les surplus d'étoupes servent de rembourrage et les fibres habituellement délaissées par l'industrie du lin trouvent également grâce aux yeux de l'artiste. Une cohérence artistique et écologique qui a su séduire Hélène Aguilar, l'organisatrice de l'exposition engagée pour l'environnement Frugal. Une cartographie. Oui, complètement. Et le lin blond, par exemple, c'est un lin qui est très mauvais pour l'usage textile, voilà, c'est ça. Parce qu'il est très cassant. Il n'a pas eu assez d'eau, il ne s'est pas fortifié. Et du coup, c'est un lin qui est beaucoup plus... qui est difficilement revalorisable et exactement. pas trop quoi en faire. Exactement. Les œuvres de Pauline, évidemment, elles ont toute leur place ici dans cette exposition parce que c'est vraiment une exposition qui vient fédérer toute cette nouvelle garde de designers aujourd'hui qui, un peu à la façon d'archéologues, vont revenir voir des choses qu'on avait peut-être oubliées, casser aussi des idées reçues sur certains process, sur certains matériaux, et aussi avoir une démarche un peu d'explorateur, de chercheur, et d'aller vers des champs un peu inconnus que personne n'avait jusque-là trop voulu embrasser. Et si la jeune designeuse a encore d'autres matières à explorer, son amour du lin n'est pas prêt de s'arrêter. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, depuis toute petite, vous récoltez, vous collectionnez, vous jouez avec le lin qui pousse à 80% dans votre Normandie natale. Oui, complètement. Pour moi, ça a vraiment commencé de façon très intuitive en me baladant. Il y a tous ces champs de lin autour et il y avait cette matière en fait, résiduelle qui restait au bord des champs. Et je l'ai ramassée, j'ai commencé à jouer avec, à la triturer et à m'apercevoir que ça ressemblait presque à des cheveux. Et c'est vrai que c'est là que ça a commencé et que je suis complètement rentrée dans l'histoire du lin. C'est une fibre qui grandit essentiellement en Normandie. Ensuite, elle est ce qu'on appelle taillée, donc c'est l'extraction de la fibre. Les usines sont également en Normandie. Et à partir de cet état taillé, brut de la matière, elle est exportée en Chine pour être transformée et réimportée. Et l'idée de ce projet, c'est de partir de la matière vraiment brute, issue de ces usines de taillage, pour redécouvrir des nouvelles qualités et stimuler vraiment une production locale sur ce territoire normand. Pauline, la rencontre avec un matériau, quel qu'il soit, doit se faire à l'état brut pour vous. C'est ça qui vous inspire, c'est ça qui vous fait vibrer. Oui, et d'ailleurs, je ne dessine jamais mes objets au début. Donc c'est une création très instinctive. Complètement. C'est un rapport vraiment intuitif et empirique à la matière. Elle n'est pas au service d'un objet, c'est vraiment une discussion. Je la manipule, je regarde comment elle réagit, quelles sont ses couleurs, quelle est sa tactilité, quelles sont ses qualités vraiment premières. Et c'est ça qui me nourrit et c'est là où je vais voir un potentiel et où je vais décider d'une fonction. Et je dirais presque que ma pratique, elle est en un sens de revenir à cette essence-là. C'est travailler cette matière non pas pour la modifier, mais pour revenir à quelque chose d'originel. C'est presque un rembobinage pour arriver à ce rapport primaire et brut de cette matière. Alors en ce qui concerne le lin, vous arrivez à le transformer en quelque chose d'extrêmement doux et soyeux, vous l'illuminez en quelque sorte. Comment vous arrivez là ? En fait, le lin est une fibre qui a été vraiment standardisée. On pense à une matière plutôt rêche, très mate, très sèche. En fait, quand on la prend brute, elle réfléchit la lumière, elle est soyeuse. Il y a ce qu'on appelle l'étoupe, qui est résultante du peignage, qui est cette sorte de laine, de lin. Donc elle a un rapport presque soie, presque laine. Et tout ça, c'est des qualités premières, en fait.
qui disparaissent avec cette standardisation, mais je révèle ça quelque part. C'est une façon de redécouvrir cette matière. Il y a d'autres matières qui vous inspirent comme le lin? Alors, je travaille avec le parchemin, par exemple, qui est une matière animale. C'est marrant parce qu'elle a été ça a longtemps été un support d'écriture, le parchemin, et du coup, c'est très associé au papyrus ou au papier. Alors qu'en fait, c'est de la peau animale. C'est un tout autre procédé que le cuir. Là, on est vraiment sur des productions à très petite échelle. Chaque peau est tendue, grattée à la main. Enfin, il y a un vrai rapport très respectueux de cette vie de l'animal. Et c'est une matière que je trouve absolument fascinante parce qu'elle a été constitutrice de notre civilisation. On a des cartes, des savoir-faire, des recettes qui sont aujourd'hui toujours incarnées parce qu'elles ont été écrites sur du parchemin et que c'est extrêmement durable. Donc j'ai envie de rendre hommage à cette matière qui est belle, qui est pleine d'histoire et qui est en train de disparaître aussi. Pauline, aujourd'hui, on demande aux designers presque d'être des chercheurs, d'explorer de nouvelles méthodes, en tout cas, de traiter la matière existante. Est-ce que vous vous sentez comme une mission? Je m'associe complètement à l'idée de recherche, d'exploration, d'aventure. Je crois que c'est vraiment presque la définition de mon métier. C'est presque aventurière. Après, je pense qu'il y a une approche formelle du design qui existe toujours et qui est aussi extrêmement intéressante. Moi, c'est vrai que c'est vraiment la matière, mon point de départ. Merci beaucoup, Pauline. Merci. En format maxi ou rikiki, les fleurs se sont imposées dans le milieu de la mode depuis des décennies. Retour sur leur parcours enchanteur. De nos salons au rebord de nos fenêtres, en passant par les rues et les jardins publics, les fleurs sont partout, mais surtout dans notre garde-robe. C'est le motif qu'on ne questionne plus, qui, hiver comme été, revient comme une évidence. La mode ne s'en lasse pas et parvient chaque saison à le réinventer, et ce depuis déjà des siècles. Les habits ornés de fleurs dateraient en effet des premières dynasties chinoises et auraient traversé le monde par la route de la soie pour atteindre l'Europe, où broderie et dentelle végétale se popularisent au Moyen-Âge. Quand la production textile s'industrialise, les manufactures anglaises adoptent pour de bon l'imprimé floral, décliné sous toutes ses formes. Son fournisseur le plus célèbre est l'industriel Liberty, dont les fleurs miniatures peuplent encore aujourd'hui les podiums. Chez Acne Studio, Johnny Johansson en a fait l'un des thèmes de l'hiver 2021. Les fleurs sont délicates et suggèrent la douceur, le confort du vêtement d'intérieur et le charme nostalgique des tapisseries rétro. Marc Jacobs, lui, évoque les années 70 et le flower power. Des fleurs pop grimpent sur des pantalons ou sur les longues robes prairies de l'Ouest américain et explosent en bouquets géants. C'est l'un des défilés les plus marquants de ces dernières années. Ici, pas question de tendance, mais d'un hommage à la couleur, aux coupes et aux associations joyeuses, bref, au pur plaisir de s'habiller, incarné par l'évidence des fleurs et leur accumulation généreuse. À l'inverse, Junya Watanabe leur offre un traitement punk, car les créateurs aiment aussi en user pour jouer du contraste, comme le fait Hedi Slimane chez Céline, où elle rappelle la mode grunge des années 90. Ou comme chez Jacquemus, où des marguerites régressives comme découpées à la main s'invitent sur une doudoune de ski. Un contraste entre vêtements imposants et motifs légers dans une collection qui mêle l'hiver et l'été. Chez Dries Van Noten, la fleur prend une tournure abstraite. Les pétales sont grossis ou comme passés au scanner, un jeu d'échelle entre macro et mini qui donne un nouveau genre à l'imprimé classique.
Elle s'invite sur des bottes, comme chez Balenciaga, dont le Total Look Fleur est devenu une signature. Car peu importe la saison, les fleurs offrent une infinie variation de couleurs et de formes et autant d'interprétations extrêmes dont la mode n'a pas fini de repousser les limites. Aujourd'hui, les accessoires se parent de cuir dans le geste, avec Vincent Garçon aux manettes, ses styles et savoir-faire garantis. On travaille sur l'épaisseur, on travaille sur l'élasticité du cuir, parce qu'un cuir n'est jamais rigide totalement, il y a une élasticité naturelle dans la peau. Ça crée une matière qui est quasiment sans limite en termes de découpe et de construction et de déconstruction. Le cuir, Vincent Garçon s'en est emparé tardivement. Formé à la chambre syndicale de la haute couture à Paris, il a fait ses armes au sein de grandes maisons de mode, mais aussi dans le prêt-à-porter plus urbain. Un grand écart artistique, source de créativité. J'en ai tiré toutes ces astuces et cette réflexion qui fait que on trouve des solutions techniques. En couture, on m'a toujours dit il n'y a pas de problème qui ne peut pas être réglé techniquement. On doit trouver la solution parce qu'on a toutes ces techniques-là devant les yeux. Fort de ses savoir-faire, il a lancé en 2017 sa propre marque de maroquinerie, une collection détachée de la frénésie des modes. Pour ce projet, le cuir s'est imposé à lui, du veau et de l'agneau surtout, produits en France. Je voulais travailler avec du cuir pleine fleur, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été fendu. Une belle peau est faite parce qu'un animal a été bien traité. Ce sont vraiment des matières que j'utilise en permanence, qui sont formidables, hyper solides, en même temps avec une main incroyable et une possibilité de tenir sur le temps avec une patine exceptionnelle. Sensible au toucher et à l'odeur de cette matière, Vincent la travaille dans son atelier boutique. Il imagine ici ses projets de sacs ou de pochettes et tout commence par une découpe précise, délicate. Ce travail-là, qui pourrait presque s'apparenter à de l'origami, cette espèce de mélange-là où on peut créer du volume par le pli, se fait par la coupe au départ avec le cuir. Donc là, par exemple, il y a un pliage qui est automatique, juste en ayant travaillé sur quelques microns avec la lame pour pouvoir juste effleurer le cuir. Quand les effets recherchés prennent forme sous ses mains, Vincent peut retrouver une vieille amie, la machine à coudre. L'intérêt de travailler sur des pièces de recherche comme ceci est que je vais pouvoir déjà être en relation avec la matière, voir comment elle réagit et l'avoir en main. En fait, je pense que le plus important dans tout ça, finalement, c'est de ressentir les choses. Laisser dialoguer ses idées avec la matière, c'est une manière pour Vincent de développer seul des pièces, du sac à l'accessoire, qu'il fera ensuite réaliser par des artisans français à la pointe des techniques de la maroquinerie. Mais en attendant le travail d'équipe, il multiplie les savoir-faire pour ennoblir ses créations et fait appel à des pratiques parfois très anciennes, comme la dorure sur cuir. Je trouve que c'est magique, en fait, de pouvoir et prendre de l'or ou du cuivre qui est sur un micron, le poser sur du cuir. Il y a une relation entre le cuir, le métal, les feuilles de métaux qu'on peut poser sur le cuir révèlent en fait toute la texture et toutes les petites fractuosités de la peau. Dans ses quêtes expérimentales, Vincent Garçon accorde une très grande importance à valoriser les chutes de sa précieuse matière. Au printemps 2020, il a ainsi tout seul créé une collection de costumes juste avec ce qu'il avait en stock dans son atelier. Dans cette même démarche de recyclage, il réalise des bijoux inspirés d'une vieille tradition, la ganterie parfumée. Donc de cette idée-là, les chutes, j'ai voulu les réutiliser pour en faire des bijoux, parce que finalement, en fait, les bijoux, on les porte toujours pas très loin du nez. Le principe du cuir, c'est que ayant été tanné, stabilisé, il est vraiment un réceptacle extraordinaire pour le parfum, sans forcément le dénaturer ou lui donner
une autre note. Coupé, plié, doré, brûlé ou parfumé, les gestes désormais familiers pour Vincent Garçon n'ont qu'une ambition, chercher toujours plus loin la beauté du cuir. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!